Moi, je suis élu régional depuis 2004, plutôt en charge des transports. Je suis rentré assez tard en politique. Je suis même devenu un petit peu un spécialiste des transports, en particulier ferroviaires. C'est vrai que quand on devient élu, on en discutait tout à l'heure avec Joe Stigel, on se spécialise dans certains domaines. Ça fait qu'on devient un peu monomaniaque. Et puis le temps a fait que l'élection d'Éric Piolle à la ville de Grenoble a fait que j'ai pris la présidence du groupe des élus écologistes à la région Rhône-Alpes. Et du coup, je me suis intéressé à beaucoup plus de thématiques. Mais en même temps, je suis avant tout un infirmier à domicile depuis 25 ans. Et depuis 11 ans que je suis élu, j'ai gardé ma profession, j'ai gardé mon métier, même si je la pratique surtout le week-end et les vacances et les jours fériés pour pouvoir consacrer du temps à la politique. J'ai gardé cette profession pour garder le contact avec ce que j'appelle la vraie vie. Et je peux vous dire qu'infirmier à domicile, c'est bien le contact avec la misère et la douleur au quotidien et ça fait du bien pour ne pas perdre la tête. Il me semble que c'est important parce que quand on lutte contre la professionnalisation des politiques, ce qu'on a tendance à souvent répéter chez les écologistes, c'est on le dit, on le fait. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Je partage complètement l'analyse de mes prédécesseurs qu'il y a urgence et qu'on approche bientôt du mur, de la date limite, de la péremption, de tout ce que vous voudrez. Et en même temps, j'ai envie de leur dire, et ça répondra à la question, quand on monte un escalier, on est obligé de le faire marche après marche. Et on a tous envie d'accéder à la dernière marche d'un coup. Mais si on fait ça, on se casse la figure, on redégringole tout, et donc on perd du temps et on doit tout recommencer. Et la première de ces marches, c'est sans doute la démocratie. Et je crois que malheureusement, le système démocratique aujourd'hui en France est tel qu'il est, et que si on veut vraiment changer les choses, il faut le faire par ce jeu démocratique, et pas seulement en espérant la révolution populaire qui viendra peut-être d'un grand soir, dans quelques décennies, mais ce sera trop tard. Un des premiers points qui me semble à traiter quand on parle de cette erreur qui dure depuis des décennies. Pierre, tout à l'heure, nous disait que déjà en 71, le Club de Rome en 72, etc. Et pourtant, on n'a pas avancé depuis. Il me semble qu'un des points de blocage est d'abord culturel. Ça fait très longtemps qu'on confond, peut-être volontairement pour certains, environnement et écologie. J'ai un ami environnementaliste qui est élu avec moi au Conseil régional de Rhône-Alpes, qui écrit beaucoup de livres, qui est assez connu. Et son dernier livre, ou je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, s'intitulait l'année dernière « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Parce qu'effectivement, les environnementalistes pensent que l'humanité, prédateur ultime, est un frein à la survie de la planète, de la faune et de la flore. L'écologie, c'est pas du tout ça. L'écologie met l'humain au centre de son projet. L'humanité est une seule race, certains disent espèce, mais le mot race est plus scientifique, n'en déplaise aux racistes. Une seule race qui est sur une seule planète. Statistiquement, il est possible qu'il y ait d'autres planètes semblables à quelques millions d'années, mais comme de toute façon elles sont tellement loin qu'on n'arrivera jamais à les rejoindre, ça ne sert à rien de les chercher. En tout cas, ce ne seront pas des solutions. Une seule race sur une seule planète qui est limitée, on le sait depuis qu'on sait que la Terre est ronde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ressources sont limitées. Les ressources, bien sûr, on pense aux énergies fossiles, mais en eau surtout, bien évidemment. Mais aussi la capacité de la planète d'accepter des déchets. Quand on parle de déchets, c'est bien sûr nos déchets du quotidien, mais c'est aussi la pollution de l'air, ce sont bien sûr les gaz à effet de serre qui créent le dérèglement climatique. Mais c'est aussi les sols. On a une démographie mondiale qui est galopante, qui ne pourra pas aller indéfiniment d'ailleurs, et on a besoin de sols pour vivre, pour cultiver et donc s'alimenter, et puis pour se loger. Donc cette question de limitation de la totalité des ressources est la base de la réflexion et du diagnostic écologiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance infinie, qui heureusement n'existe pas, Pierre vous l'expliquera tout à l'heure, la croissance infinie que nos politiques nous promettent depuis des décennies, qui serait la seule solution pour créer des emplois, cette croissance est impossible. Elle est inexistante. La planète est finie. La population mondiale croît. Donc la croissance économique, qui est toujours plus de consommation de ressources et toujours plus de production de déchets, est impossible. Elle est insoutenable pour nous et pour les générations futures. Important aussi, pourquoi parler des générations futures? Je fais un petit clin d'œil aux jeunes de tout à l'heure.
C'est vrai que, Corinne l'a dit, les politiques sont surtout sur le court terme. Les écologistes, depuis toujours, prévoient plutôt les choses à long terme. Et si nous consommons aujourd'hui toutes les ressources énergétiques, si nous polluons la Terre, nous empêchons les générations futures de pouvoir consommer leur juste part, entre guillemets, des ressources planétaires. Pour parodier Jean-Paul Sartre, que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années, je pense que l'écologie est un humanisme avant tout. Deuxième point que je voulais vous dire, c'est vous parler de radicalité. Parce que l'écologie est radicale. On a parlé de survie de la race humaine, des générations futures. Les deux priorités aujourd'hui, c'est bien sûr le dérèglement climatique, dont on parle beaucoup, mais aussi la perte de la biodiversité, qui est un élément essentiel à la survie de la race humaine. Cette croissance étant impossible, ça tombe bien, il faut qu'on change complètement de paradigme, comme disait Joe Stiegel tout à l'heure. On nous répète depuis des années que l'avenir est au productivisme. Plus on produit, plus vous consommerez. Et plus vous consommerez, plus vous serez heureux, et c'est ça qui crée de la croissance. À un point qu'on n'est même plus dans le consumérisme, mais dans l'hyper-consumérisme. L'écologie, c'est exactement l'inverse. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour arriver à ce productivisme, à cet hyper-productivisme, à cet hyper-consumérisme, on nous parle de compétitivité. On fait même des pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, c'est en fait la compétition des territoires. On est en compétition. La race humaine, on est tous en compétition les uns contre les autres. L'écologie, c'est la coopération plutôt que la compétition. Et du coup, ça se traduit concrètement. Évidemment, d'abord dans les transports. J'ai dit que j'en parlerai pas beaucoup, puisque j'en suis monomaniaque, qui est aujourd'hui un des secteurs principaux d'émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on tire le fil des transports, on en vient à l'économie. L'économie mondialisée, c'est la délocalisation. Le transport est gratuit, donc on va aller utiliser de la main-d'œuvre beaucoup moins chère, et on va transporter quasiment gratuitement, puisque ce sont nos impôts qui payent le transport, ces marchandises. Ça tue de l'emploi chez nous, ça produit des gaz à effet de serre, mais par contre, ça nous promet de consommer plus de téléphones portables, plus de vêtements, etc., etc. Quand on tire ce fil, on se rend compte que derrière, il y a la financiarisation de l'économie. Quelqu'un a parlé d'économie réelle tout à l'heure. Effectivement, le problème, il est là. Aujourd'hui, ce n'est pas l'économie réelle. Aujourd'hui, ce sont les dividendes, les actions en bourse qui gèrent l'économie. Et si effectivement, on était basé sur l'économie réelle, on n'irait pas chercher une main-d'œuvre moins chère à des milliers de kilomètres. Ça veut dire qu'on est obligé de se poser la question de l'harmonisation fiscale et sociale. Et donc, du coup, de l'égalité des droits. J'ai dit un gros mot, l'égalité des droits. C'est un projet écologiste, puisque c'est la fin du fil de la pelote. Si on tire un autre fil, on va parler d'agriculture. J'ai bien connu l'évolution de l'agriculture. C'est vrai que la mécanisation a apporté un plus. Moi, j'ai commencé quand j'étais adolescent chez un paysan pour me faire un peu d'argent l'été. Il n'y avait pas de tracteur, juste une jument. On a progressé un peu et je ne peux pas dire que c'est un moins, au contraire. Par contre, l'hypermécanisation, elle a entraîné quoi? La suppression des 3/4 des agriculteurs. On a remplacé le kilowattheure de biceps par le kilowattheure de pétrole, qui coûte beaucoup moins cher, qui permet de produire beaucoup plus. Et donc, du coup, de faire des marges plus importantes ou de faire des prix beaucoup plus bas. L'écologie est donc profondément radicale parce qu'elle parle de tout cela. Et quand je lis l'encyclique du pape François, je ne me trouve pas vraiment radical. Je le trouve, lui, beaucoup plus radical que moi. Et il me semble qu'aujourd'hui, quand certains parlent des écolos responsables en opposition à ceux qui seraient radicaux, je pense que ce qui est irresponsable aujourd'hui, c'est encore de continuer de nous dire que l'avenir, c'est la croissance, parce que ça nous mène droit dans le mur. Alors concrètement, la transition écologique ou la conversion écologique, tout ce que vous voudrez, c'est d'abord la transition écologique de l'économie, avec la relocalisation, avec une économie de proximité, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, les soutiens publics, l'argent public doit aller en priorité aux petites et moyennes entreprises, aux très petites entreprises, à l'artisanat, au commerce local, à l'économie sociale et solidaire, bref, à une économie non délocalisable. C'est aussi l'économie circulaire dont Corinne a parlé tout à l'heure. L'agriculture, c'est une agriculture bio et locale. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la une des journaux? Des fermes-usines
On a tellement industrialisé l'agriculture qu'on fait des fermes-usines. Et ces fermes-usines sont en faillite aujourd'hui. On voit les crises du porc et du lait, alors que les agriculteurs bio qui font de l'élevage pour du porc et du lait, eux, n'ont pas de soucis et ne sont pas en crise. Je voudrais vous parler des alternatives à la voiture individuelle, bien sûr de l'énergie dont beaucoup de monde a parlé et du scénario négawatt que vous pouvez trouver ici sur une table dans une version pédagogique. Il y a plein de choses à dire. Je résumerai en une chose. Plutôt que écouter ceux qui vous disent « on va travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus », dites-leur « nous, notre priorité, c'est vivre mieux ». Et c'est ça le plus important. Et tout à l'heure, les jeunes ont dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je vais essayer de ne pas le faire de façon ironique, mais je pense que le slogan politique, le changement, ça commence avec eux, c'est un bon slogan.